Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence aujourd'hui ce nouveau format, à savoir le replay. Donc, je vais essayer de vous enseigner les différents modules au fur et à mesure. Ça évitera aussi que vous attendiez 2 semaines ou 3 semaines entre chaque module. Voilà, je vais essayer d'en faire plusieurs au fur et à mesure que moi je les crée et que j'ai vos retours. Comme ça, vous pourrez en prendre connaissance vraiment à votre rythme, en sachant que on va maintenir, comme je vous l'ai dit par mail, on va maintenir quelques sessions live. Donc, je vais vous faire très rapidement le planning en reprenant les différentes dates déjà mentionnées pour des sessions vraiment live dédiées à des questions-réponses, plus qu'à de l'enseignement finalement où je fais que parler. Comme ça sera vraiment des temps d'échange. Vous pourrez me poser toutes vos questions sur les modules que vous aurez pu déjà découvrir. Et puis aussi, ce sera des moments de partage d'expériences éventuellement ou de cas pratiques si vous avez rencontré récemment des personnes, des femmes souffrant d'aménorrhée. Voilà. Et puis, pourquoi pas faire des lives plus à thématique. Voilà, ce sera vraiment comme ça. On va se rapprocher au fur et à mesure, au maximum de ce que pourrait éventuellement être, en tout cas de ce à quoi pourrait ressembler la version finale. Ça pourra évoluer, justement. Ça permettra également de tester et que vous puissiez faire vos retours sur ce type de fonctionnement. Et si vous arrivez à garder aussi la motivation de votre côté, à prendre connaissance des modules. En tout cas, merci beaucoup déjà, d'ores et déjà pour vos retours, pour avoir visionné les replays ou d'avoir assisté au live pour celles qui ont pu assister. Merci également pour les feedbacks que vous avez pu faire via le formulaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire également. De toute façon, il y a toujours un formulaire de feedback par module, quel que soit le rythme que vous aurez. Il y aura toujours un feedback par module. Des fois, il y aura peut-être même plusieurs feedbacks par module. Ça dépendra de la grosseur du module. Je pense par exemple au module numéro 3 qui est quand même assez conséquent. Et puis, comme vous l'avez vu, je mets en place des petits quiz également de fin de module pour un petit peu s'auto-évaluer sur les connaissances acquises et voir s'il y a besoin de revenir un petit peu en arrière avant de pouvoir appréhender le module d'après. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Rien de particulier. Tout est mis sur Podia encore une fois. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook si vous avez justement des questions qui ne peuvent pas attendre la session live, puisque du coup, il y aura moins de sessions live, plus espacées. Donc, si voilà, vous avez des questions, des incompréhensions, des choses, des blocages qui ne pourront pas attendre la session de live, ou peut-être que vous ne serez pas présente à cette session de live. Dans ce cas, n'hésitez pas à utiliser soit les commentaires sur Podia, parce que quand vous visualisez un contenu sur Podia, donc les plateformes d'hébergement de la formation, vous pouvez laisser un commentaire en dessous, ou alors d'utiliser le groupe Facebook pour ça, pour vos questions, vos remarques, etc. etc. Voilà. Alors, concernant le module du jour, c'est le module numéro 2 qui va traiter de comment reconnaître, en fait, comment apprendre à reconnaître un état d'aménorrhée, puisque l'aménorrhée, ce n'est pas finalement une maladie en tant que telle, c'est une conséquence de quelque chose, c'est plutôt voilà, un état. Donc, comment apprendre à reconnaître finalement, même pas l'aménorrhée, mais les différents aménorrhées possibles, quelles sont-elles? Donc, c'est vraiment l'enjeu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre pause maintenant sur cette vidéo et, comme la dernière fois, à noter sur un petit bout de cahier, un petit bout de feuille, sur votre téléphone, peu importe, à quoi vous vous attendez. Voilà. Suite à ce titre, apprendre à reconnaître un état d'aménorrhée, quelles sont vos attentes? Vraiment, essayez de prendre le temps de les écrire de manière précise. Quelles sont les questions qui vous viennent en tête? Comme ça, à la fin du module, vous pourrez voir, en fonction de ce que je vous aurai partagé, et bien voir si vos attentes ont été comblées ou non, et peut-être mettre en exergue une éventuelle, soit des manques d'informations, soit une sémantique inadaptée par rapport à ce que j'ai enseigné. Voilà. Donc, quand vous aurez terminé d'écrire tout ça, vous pourrez remettre
lecture et on continue ensemble la formation. Donc, vos attentes. Au programme, on va voir en première partie, on va essayer de comprendre ce qu'est l'aménorrhée, à savoir comment on définit un état d'aménorrhée, primaire, secondaire, il y a quelques petits éléments de réponse. La symbolique aussi autour de la maladie, enfin de l'état d'aménorrhée, qu'est-ce que ça peut symboliser chez la femme, chez la jeune femme. Quels sont les différents impacts d'une aménorrhée sur la santé de la femme. Qu'est-ce que ça signifie pour votre cliente ou future cliente de souffrir d'aménorrhée, mais essayer de comprendre aussi ce qu'elle peut éventuellement ressentir pour essayer de maximiser notre état d'empathie et également l'impact du stress sur le cycle. Ensuite, dans la deuxième partie, on essaiera vraiment d'aller plutôt dans le détail, de rechercher les différentes causes de l'aménorrhée chez ma cliente, chez votre cliente, à savoir l'étiologie de l'aménorrhée, c'est-à-dire les différentes causes possibles. On va voir différentes éventuellement maladies, les causes racines, l'approche causaliste de la maladie. Et puis, on verra par résumé avec un petit schéma qui permet de résumer les deux grandes familles d'aménorrhée, à savoir l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire. Voilà. Voilà à quoi nous attendre pour aujourd'hui. Alors, l'aménorrhée, c'est quoi d'abord? L'aménorrhée, c'est l'absence de menstruation chez la femme qui est en âge de procréer, soit environ entre 13 et 60 ans. Voilà, ça dépend, mais c'est à peu près le laps d'âge de la fertilité d'une femme. Il existe deux types d'aménorrhée. L'aménorrhée primaire, qui correspond à l'absence de règles chez la femme qui a à peu près un âge de 15 ans. En tout cas, c'est à partir de 15 ans qu'on va commencer à s'interroger. Qui ont pour autant une croissance normale et des caractères sexuels secondaires. Par contre, l'absence de tout développement mammaire à l'âge de 13 ans doit déjà inciter à une recherche d'une aménorrhée primaire. Donc ça, c'est si jamais vous avez, vous, des clientes très jeunes, ce sont des pistes de réflexion possibles, à savoir l'observation du développement mammaire. Et ensuite, nous avons l'aménorrhée secondaire qui représente tout de même une grande majorité, en tout cas moi qui, dans mon cas, représente une grande majorité de mes clientes. L'aménorrhée secondaire, c'est quoi? C'est l'absence de règles pendant au moins 6 mois ou pour la durée de 3 cycles. Ça dépend après la durée des cycles. Parfois, il y a des femmes où les cycles est plus long. C'est pour ça que 6 mois, c'est une indication, mais pas l'unique. Donc, ou pour la durée de 3 cycles après l'établissement d'un cycle menstruel régulier. Alors, c'est important ce terme-là parce que chez la jeune fille, par exemple, qui commence à avoir son cycle, donc qui est en état de ménarche, c'est normal que son cycle soit complètement désordonné et irrégulier. C'est pour ça que dans l'aménorrhée secondaire, on est plutôt attaché à calculer la durée d'absence de menstruation, soit sur une durée de 6 mois, soit de 3 cycles, mais après établissement d'un cycle menstruel plutôt régulier. Cependant, les clients qui ont des cycles qui étaient avant l'état d'aménorrhée régulier vont être évalués à la recherche d'une aménorrhée secondaire si les règles ont été absentes déjà au moins à partir de 3 mois. Si une femme, par exemple, avait des règles très régulières, très carrées, et que pendant 3 mois, elle n'a rien, là déjà, on peut commencer à explorer. Et les clientes qui ont des cycles qui étaient avant déjà assez irréguliers, on va commencer l'exploration à partir de 6 mois après l'absence de dernière menstruation. Qu'est-ce que c'est aussi les oligospagnoménorrhées? Eh bien, ce sont des règles qui sautent. Par exemple, une femme qui a des règles tous les 3 mois. Donc, pour le coup, on parle vraiment d'un cycle très long, d'une très grande irrégularité. Dans l'oligospagnoménorrhée, ce n'est pas une aménorrhée puisqu'il n'y a pas d'absence de cycle, mais néanmoins, ça mérite tout de même d'être introduit dans tout l'accompagnement de l'aménorrhée parce que c'est signe qu'il y a quand même un déséquilibre derrière. Voilà, donc c'est important de le mentionner.
Ensuite, pour reprendre un petit peu le fonctionnement, pour petit rappel sur ce qu'on a dit sur le module précédent, au niveau de la physiopathologie de l'aménorrhée. Donc, je vous le rappelle, normalement, l'hypothalamus, qui est une glande qui se situe au niveau du cerveau, produit l'hormone de libération des gonadotrophines, la fameuse GnRH. Et cette GnRH va stimuler à son tour l'hypophyse pour produire la FSH, puis un peu plus tard au niveau de l'ovulation, la LH. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc c'est pendant la phase folliculaire, hein, je vous le rappelle. Au niveau de l'hypophyse, on va avoir une sécrétion de FSH qui va venir stimuler le développement folliculaire jusqu'à ce qu'il y ait un follicule dominant qui prenne le dessus sur les autres et qui va à son tour produire davantage d'œstrogène. On va du coup aboutir à un pic d'œstrogène provoquant un pic de LH et c'est le moment de l'ovulation. Voilà, c'était un petit rappel. En l'absence de grossesse, la production d'œstrogène et de progestérone diminue et l'endomètre va se desquamer. C'est ce qu'on appelle les menstruations. Donc ça, c'est ce qui arrive à la fin du cycle en temps normal. En cas de dysfonctionnement d'une partie de ce système, que ce soit au niveau de la FSH, au niveau de la LH, au niveau de la progestérone, au niveau des oestrogènes, si jamais ces mots-là, ce que je viens de vous dire, c'est encore un petit peu flou pour vous, je vous invite vraiment à revoir un petit peu le module 1 parce qu'on rentre en détail dans chacune de ces hormones. Donc, si jamais il y a un dysfonctionnement quelque part dans ce système-là, eh bien, on peut avoir des troubles de l'ovulation, des troubles ovulatoires. Et le cycle de production des oestrogènes stimulés par les gonatrophines, à savoir FSH ou GnRH, ainsi que toutes les modifications d'ailleurs endométriales, donc au niveau de l'endométriose, vont être perturbées. Et c'est ce qui va potentiellement entraîner un état d'aménorrhée anovulatoire et donc un flux menstruel qui ne se produit pas. La plupart des aménorrhées, en particulier des aménorrhées dites secondaires, sont anovulatoires. Donc, ce qui permet vraiment de comprendre que lorsque vous avez une cliente en face de vous, que vous avez en gros diagnostiqué, entre guillemets, un état d'aménorrhée secondaire, au-delà de s'attarder sur l'absence de saignement, c'est très important, et d'ailleurs presque primordial, de se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'ovulation, au moment où il aurait dû avoir ovulation. Parce que s'il n'y a pas de saignement, s'il n'y a pas d'ovulation, de toute façon, il n'y a pas de menstruation. Ça, c'est d'office, c'est clair et net. Cependant, une aménorrhée peut aussi être observée lorsque l'ovulation est normale. C'est là qu'on complexifie les choses. Comme par exemple en cas d'anomalie anatomique génitale. Par exemple, des anomalies congénitales de l'utérus avec obstruction ou adhérence intra-utérine, comme c'est le cas du syndrome d'Asherman, qui bloque le flux menstruel malgré une stimulation hormonale normale, malgré cette sécrétion de FSH, d'œstrogène, de LH, de progestérone et d'ovulation. Le syndrome d'Asherman, on va le creuser un peu plus tard. Donc, voilà, poser vraiment le cadre. Il existe un état d'aménorrhée dit primaire, secondaire, et ces aménorrhées-là peuvent être d'origine, il peut y avoir dans cet état d'aménorrhée des femmes qui ont des troubles de l'ovulation et donc qui n'aboutissent pas à des menstruations. Et potentiellement, il y a des femmes qui ovulent, mais qui n'ont pas les menstruations derrière. Et donc, du coup, les causes derrière, forcément, sont différentes. Et donc, les actions seront différentes également. Alors, on va rentrer un petit peu dans la symbolique de l'aménorrhée. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose un peu plus de psychologique, hein, d'émotionnel même. Il y a un livre que je vous ai mis là qui est intéressant pour tout ce qui est sur la physiopathologie des troubles des conduites alimentaires. Donc là, on parle plutôt des conduites alimentaires, mais on va voir
que l'aménorrhée, en tout cas, revient très souvent dans un trouble particulier, le trouble du comportement alimentaire, qui derrière amène à des comportements qui peuvent amener des carences, donc des soucis physiologiques, des carences nutritionnelles, mais aussi des déséquilibres émotionnels qui vont eux aussi bloquer le flux menstruel. Donc c'est pour ça que voilà, on va parler un petit peu de ça. Je pense que c'est important de s'attarder un petit peu sur ça. Je vais pas mal, dans ce petit chapitre, faire des citations, des extraits de ce livre. Donc voilà, ce n'est pas issu de moi, c'est issu du travail de Maurice Corcos, entre autres, mais qui, à ma lecture, m'a beaucoup parlé, en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai pu vivre et par rapport à ce que je rencontre également en consultation. Je fais une petite pause boisson. N'hésitez pas aussi, vous, à vous concocter une boisson. Alors, citation, j'ouvre les guillemets. Dans le flot des événements de la vie d'une femme, les seuls signes qui nous sont apparents sont ceux qui entourent la mort, la naissance ou le mariage. Ce sont, pour elle, les moments où le sang coule. Alors, si on fait un petit focus sur le système génital qui permet la reproduction et la sexualité. Là, ce que je vais vous dire, je fais juste une parenthèse et je sors de ce livre, c'est issu de travaux de neurocoaching qui travaillent autour des symboliques des différentes maladies. Et donc, qui disent par exemple que les mots qui affectent ce système de reproduction et de sexualité parlent de notre difficulté à vivre ou à accepter les deux tendances qui doivent cohabiter à l'intérieur de nous, notre partie yang, pénétrante, et notre partie yin, réceptrice. C'est-à-dire notre côté ferme, fort, actif et défensif, et notre côté doux, tendre, passif et artistique. Petit listing de la symbolique des différentes maladies en fonction des organes. Si on parle par exemple de l'utérus va représenter le couple, le foyer, le nid, les maux qui l'affectent vont traduire des conflits par rapport à un conjoint par exemple ou par rapport à la place de chacun dans le foyer. Concernant la symbolique de l'aménorrhée ou absence de règles en dehors de grossesse ou après la ménopause, peut exprimer un doute par rapport à la capacité de procréer et de procréer, en deux mots, soit la remise en question des capacités créatrices de la femme, ou bien le désir caché d'une liberté totale face aux contraintes que les cycles imposent ou du rôle de maman, ou encore cette volonté de maintenir l'aménorrhée afin de contrôler tout ce qui sort de son corps, les règles symbolisant un relâchement sphinctérien. Les sphincters ne contrôlent plus le sale qui sort de l'organisme. Et si je fais un petit aparté sur, par exemple, les règles douloureuses, elles sont souvent le fait de femmes exigeantes qui se veulent libres ou indépendantes. Elles acceptent mal cette même rigueur relative aux règles, injustifiée et sans valeur. L'endométriose, par exemple, qui est le développement anormal de la muqueuse utérine et dans d'autres parties du corps, symbolise quant à elle une relation émotionnelle difficile à la mère. Et enfin, la stérilité, qui nous parle de notre difficulté à procréer et peut-être de notre peur à ne pas pouvoir assurer notre descendance, c'est-à-dire laisser une trace. Donc voilà quelques petites symboliques autour de soit certains organes, soit de maladies typiques féminines. Je ne sais pas si ça pourra vous parler, mais je trouvais intéressant de les introduire. Et là, si je reviens sur l'extrait donc, du livre de Maurice Corcos, qui dit « Maintenir l'aménorrhée, c'est ainsi rester enfant, refuser la séparation d'avec la mère et la rivalité sur le terrain de la maternité. » C'est la cristallisation au niveau des règles de la problématique centrale dans les troubles de conduite alimentaire, la lutte active contre la séparation. Séparation d'avec son milieu d'origine, sa famille, un itinéraire scolaire et professionnel tracé, et surtout séparation des corps et singulièrement d'avec celui du lieu de l'origine, à savoir le corps maternel. Il incarne ce refus de séparation tout en nourrissant les fantasmes de grossesse, puisque l'aménorrhée
est à la fois le signe de la stérilité et de la grossesse. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au tout début quand je parlais d'état d'aménorrhée. Il y a aussi un état d'aménorrhée physiologique et pathologique. Je n'ai pas parlé du physiologique parce qu'aujourd'hui, la formation est plutôt dédiée à des états d'aménorrhée pathologiques, mais nous rencontrons au cours de notre vie en tant que femme des états d'aménorrhée qui sont totalement normaux et physiologiques, à savoir avant la ménarche, donc avant la puberté, à savoir durant une grossesse, à savoir durant un allaitement et à savoir durant une ménopause. Ce sont 4 moments dans la vie où un état d'aménorrhée, d'absence de menstruation est totalement normal. Donc, là, je parle bien des états d'aménorrhée pathologiques. On est en dehors de ces situations ici. Maintenant, je reste encore dans ce livre et là, on va faire un zoom sur les troubles du comportement alimentaire. Encore une fois, je cite. On peut penser l'aménorrhée comme un des effets du comportement général de maîtrise présent dans l'anorexie mentale. Maîtrise des ingestats et des excréments, maîtrise émotionnelle, maîtrise des relations interpersonnelles, maîtrise des études. La patiente est en effet persécutée et persécute en retour son corps et son entourage pour toute sollicitation interne ou externe qui risque de mettre à mal un équilibre psychique et somatique précaire. La sexualisation du corps, du fait des modifications pubertaires, est ainsi réprimée par un véritable gommage par le comportement alimentaire des caractères sexuels secondaires et toute ouverture à l'autre constituant une menace pour sa propre estime est barrée par un repli sur soi et sur des activités solitaires, physiques ou scolaires. Tout ce qui viendra contrecarrer cette maîtrise sera mal vécu et violemment combattu. C'est le cas en particulier des règles, synonyme d'absence de contrôle, perçues comme une fuite orificielle, les sphincters ne contrôlent plus le sang qui sort de l'organisme. Le fantasme courant dans l'anorexie d'être stérile par l'absence de développement de l'appareil génital aurait pour fonction rassurante d'être protégé d'un fantasme d'un risque de grossesse qui ferait perdre le rôle de la mère, mais aussi le désir de rester l'enfant idéal de la mère payé au prix coûtant de l'entrave à toute identification du père. Et quand il devient possible pour l'anorexique d'envisager une grossesse, cela ne peut se faire que par rapport à l'histoire maternelle, être mère au même âge que sa mère, devenir mère et provoquer ainsi la ménopause chez sa propre mère, comme s'il n'y avait pas de place pour 2 femmes en âge de procréer. Preuve à contrario de la relation entre défense anorexique et aménorrhée, l'apparition des règles chez les patientes déprimées au moment d'un relâchement de leur sentiment d'omnipotence et bien sûr le retour des règles après une amélioration psychologique passant par un assouplissement des défenses psychiques et une restauration de l'estime personnelle. Voilà un petit peu tout le topo autour de la symbolique de l'aménorrhée pour des femmes souffrant ou non de troubles du comportement alimentaire, pour des femmes dont justement l'une des sources de leur état d'aménorrhée serait des conduites alimentaires. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir tout ça en tête pour aussi comprendre derrière l'éventuel état d'esprit dans lequel peut se trouver notre cliente, votre cliente ou votre future cliente. Si jamais vous n'avez pas forcément tout retenu de ce que j'ai dit ou tout analysé, n'hésitez pas à revenir en arrière. C'est l'avantage d'avoir ce replay. Et voilà, j'ai essayé de lire lentement de manière à ce que voilà, vous puissiez peut-être noter des mots-clés qui vous font écho en fait ou qui vous parlent, qui vous touchent comme ça. Faites faites confiance à votre intuition. Maintenant, on va voir les impacts d'une aménorrhée sur la santé de la femme. Un état d'aménorrhée n'est absolument pas normal, ça vous le savez, mais sans conséquence. 3 à 4% des femmes souffrent d'aménorrhée dû à un problème de santé sous-jacent, comme un trouble du comportement alimentaire, par exemple, ou une maladie endocrinienne. On verra un peu plus tard, justement. À court terme, soit moins de 3 mois, l'aménorrhée n'est pas préoccupante. Ça peut être dû à plein de petites choses, de la fatigue, un événement choquant, une petite carence momentanée, etc.
Lorsqu'un poids convenable est repris, dans le cas en tout cas de soucis de poids, et que le corps détient suffisamment de graisse pour sécréter à nouveau les hormones reproductives, les règles vont refaire leur apparition. Encore une fois, ça dépend des causes, bien sûr. Cependant, à long terme, l'aménorrhée peut aussi occasionner des complications de santé, à savoir l'ostéopénie. Donc, l'ostéopénie, lorsque l'organisme ne produit plus d'œstrogène, une hormone de reproduction qui permet également le maintien du niveau de calcium dans les os, la masse osseuse va donc s'amincir, les os vont s'affaiblir et mais ne sont pas encore suffisamment dégradés pour parler d'ostéoporose. Donc, l'ostéopénie, c'est vraiment l'état primaire de l'ostéoporose dû à une grosse carence d'œstrogène. Ensuite arrive le risque d'ostéoporose. L'ostéopénie correspond au début de la détérioration des os. L'étape suivante de l'ostéopénie, c'est l'ostéoporose, qui est plus grave que l'ostéopénie. Les os sont d'autant plus affaiblis qu'il y a des risques de fractures qui vont fortement augmenter. Troisième risque, des risques d'arrêt cardiaque. L'hormone de l'œstrogène permet de maintenir la densité osseuse, mais aussi la santé cardiovasculaire. Bien que ce soit plus rare, tout de même, l'aménorrhée peut engendrer une maladie cardiaque, l'arrêt cardiaque étant l'une des causes des décès des anorexiques. Et enfin, l'infertilité. Au plus l'aménorrhée est longue, au plus le risque d'être stérile va augmenter. Alors, à la question, vais-je devenir vraiment stérile si je souffre d'aménorrhée ou si ma cliente souffre d'aménorrhée? L'aménorrhée peut être un facteur d'infécondité chez la femme, c'est un facteur qui est non négligeable d'ailleurs. Plus de 96% des femmes ayant souffert de troubles alimentaires ont tout de même retrouvé des règles naturelles et un système de reproduction fonctionnel après coup. Il peut en effet arriver que les femmes soient stériles après un état d'aménorrhée, si c'est un état d'aménorrhée notamment dû à un trouble du comportement alimentaire, mais ce n'est pas forcément dû à l'aménorrhée. Cette stérilité n'est pas forcément finalement due à l'aménorrhée, mais à d'autres choses. L'infertilité est malheureusement le mal du XXIe siècle, ça ne faut pas se le cacher, et peut être due à d'autres choses comme des anomalies ovariennes, endométriose, défaillance morphologique, etc., etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au plus l'état d'aménorrhée est long, au plus les risques, les impacts, la probabilité d'avoir des maladies-là, ostéopénie, ostéoporose, arrêt cardiaque, stérilité, augmente forcément. Mais il ne faut absolument pas avoir un discours alarmiste face à nos clients parce que c'est réversible, en fait. C'est un état vraiment réversible. Autre chose autour de la symbolique d'aménorrhée, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est aussi finalement, que signifie souffrir d'aménorrhée pour ma cliente? Alors, ce que je vais vous dire là n'est absolument pas exhaustif. C'est issu de mon expérience, c'est issu des expériences des clientes que j'ai eues en accompagnement, c'est issu aussi des personnes que j'ai eues en interview en podcast, c'est issu également des femmes que j'ai laissées témoigner sur mon podcast. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur comment se sentent les femmes qui souffrent d'aménorrhée, qui vont souffrir d'aménorrhée, pour un peu mieux se mettre dans leur tête, n'hésitez surtout pas à aller consulter mon podcast Éclosion par hygiène de vie. La playlist s'appelle Nos cycles. C'est une playlist parmi les autres dans laquelle en fait vous allez retrouver tous les témoignages de femmes qui souffrent ou qui ont souffert d'aménorrhée et qui ont vraiment gentiment pris la parole de manière très autonome pour délivrer leur message, leur expérience, leur histoire, leurs difficultés et leur message d'espoir. Et elles ont toutes en fait une histoire différente et elles ont toutes des mots
qu'elles emploient vraiment différents et à leur image. Et c'est très enrichissant aussi en tant que praticien, thérapeute, accompagnant, de pouvoir avoir accès à ce genre de témoignages parce que notre capacité d'empathie augmente d'autant plus. Et ça, c'est au-delà des prises de sang qu'on peut faire, des plantes qu'on peut donner, je pense que c'est vraiment là le cœur en fait de l'accompagnement, c'est la compréhension de la maladie pour avoir une capacité d'écoute et d'empathie extrêmement importante. Et ces femmes-là, elles ont tellement besoin d'écoute avant tout que c'est vraiment très important. Voilà, mon petit message personnel. Alors, que signifie souffrir d'aménorrhée pour ma cliente? Ce que je vais vous dire, comme je dis, c'est issu de tout ça. Mais si vous aussi, vous avez rencontré des clientes souffrant d'aménorrhée, si vous aussi, vous avez souffert d'aménorrhée, complétez tout ce que je vais vous dire par votre propre expérience. Dans le cas où la cliente se présente et qu'elle est en état d'aménorrhée mais qu'elle n'a pas de désir de grossesse, alors ces personnes-là vont se sentir indifférentes, parfois indifférentes, voire franchement satisfaites de l'arrêt des règles qui sont souvent vues comme contraignantes en fait, douloureuses, contraignantes, etc. Si le désir de grossesse apparaît ou que l'état d'aménorrhée de la personne dure et prolongée, dans ce cas, elles vont commencer à passer par des phases d'incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Je ne comprends pas. C'est quoi? Ça veut dire quoi? D'impatience. J'en ai marre. Mince. J'ai même de la peur. J'ai peur. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et vite, 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 vite. Je suis impatiente. Il faut que ça marche tout de suite. Puis ensuite, la solitude. Mais personne ne comprend. J'ai fait ça et ça, mais personne ne me dit ce que je peux faire. Donc, je suis incomprise, voire même c'est tabou, je n'ose pas, je me sens seule. Ensuite, de la culpabilité peut aussi apparaître, du type la culpabilité de faire du mal à son corps. Là, la cliente, à ce moment-là, elle a compris que ce n'était pas normal d'être en état d'aménorrhée, que ça peut avoir des risques. Et du coup, elle culpabilise de pouvoir faire du mal à son corps et de ne pas pouvoir, en fait, aussi potentiellement donner la vie ou de priver son conjoint de pouvoir donner la vie, s'il y a un désir de grossesse en plus par-dessus. Mais ensuite, quand il y a vraiment un déclic, parfois un accompagnement qui se fait, un écosystème en faveur pour cette personne, pour la cliente, dans ce cas, il peut y avoir une acceptation et la patience. J'accepte mon état, j'ai compris, je l'accepte. Je ne vois pas le bout du tunnel, mais je sais que je suis dans la bonne direction. Donc, je deviens patiente d'agir étape par étape. Il y a vraiment cette envie de passer à l'action. Je n'ai pas encore le résultat, mais je sais que j'agis dans la bonne direction, en faveur d'eux. Il y a aussi un chamboulement, des remises en question par rapport à des habitudes qu'on avait, des croyances qu'on s'est traînées par rapport à une façon de vivre, une façon de s'alimenter, une façon de voir son corps, une façon de voir la grossesse, par exemple. Et vraiment l'envie de reconstruire son corps, d'aimer son corps, d'accepter son corps et de se dire que son cycle, c'est le reflet, le miroir de sa santé. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, plein d'états qui peuvent vraiment traverser la cliente. Et il faut savoir que quand on est face à une cliente, où est-ce qu'elle en est dans son processus, dans son cheminement pour adapter son discours. Le retour des règles, c'est un réel signe d'amélioration et non de guérison chez les jeunes filles, à la fois d'un point de vue psychologique et physiologique. Il faut donc veiller à ce qu'une fois les règles récupérées, le cycle menstruel devienne régulier, pas forcément d'une certaine durée, mais régulier en tout cas, non douloureux et non invalidant pour vraiment parler de guérison. Donc un retour de règles, c'est une bonne étape. Et ensuite, que ce cycle se répète de manière la plus fluide possible, intégrative possible. Là, c'est le signe qu'il y a un retour à la normale des hormones et donc potentiellement aussi derrière que psychologiquement ça va mieux, même si ça peut être aussi encore plus complexe. Alors, petite pause, je vous laisse digérer un petit peu tout ça. Avant de passer à la notion de stress, notamment l'impact du stress sur le cycle. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un stress pour une femme atteinte d'aménorrhée? Eh bien, tout ce qui va amener au final le corps à sécréter beaucoup de cortisol, c'est une forme de stress. Les chocs psychologiques et les fortes émotions, le fait de pratiquer du sport
Alors, pas forcément du sport à haut niveau, mais du sport de manière intense, très régulière, en tout cas trop intense pour soi, et ça c'est très individuel. Le fait aussi de ne pas consommer assez de calories. Donc généralement, on va voir de consommer moins de 2100 calories, qui serait à peu près le nombre de calories permettant un fonctionnement basal chez la femme environ, et de qualité surtout, mais aussi de consommer des aliments de piètre qualité en permanence. C'est aussi un état de stress pour le corps de la femme. Un manque de sommeil, par exemple, et un repos insuffisant. Un manque de sommeil ou un repos mental insuffisant, un état d'agitation extrême, par exemple, sont des facteurs qui vont amener à impacter le cortisol, donc l'état de stress chez la femme. Mais finalement, c'est quoi le rôle du cortisol? Alors, le cortisol, c'est un stéroïde qui est fabriqué par les surrénales, donc qui se situe en bas du dos, sous l'influence de l'ACTH hypophysaire. La fonction physiologique, c'est qu'elle contribue à réguler le système immunitaire. C'est l'hormone du stress. Mais c'est l'hormone, c'est un stress, c'est quelque chose, une hormone qui nous met en action, tout simplement. On voit toujours le cortisol comme étant quelque chose de mauvais. Non, le cortisol, c'est une hormone, au même titre que l'œstrogène, la progestérone. Le tout étant qu'elle soit sécrétée au bon moment et de manière avec un taux physiologique normal, ni trop peu, ni trop. Le cortisol a aussi des effets anti-inflammatoires puissants. Il va réguler la pression artérielle, le métabolisme glucido-lipidique, la croissance osseuse, le sommeil, etc., etc. Donc, ce n'est pas le mal, ce n'est pas le démon. La sécrétion du cortisol a un rythme circadien biologique avec un maximum qui atteint son pic entre 6h et 8h du matin et un minimum le soir. On le voit bien ici. Voilà, le cycle du cortisol qui est antagoniste au cycle de la mélatonine. La mélatonine est l'hormone du sommeil. On ne dit pas que la mélatonine, c'est le démon. On dit juste que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Or, pareil, une mélatonine qui est sécrétée soit pas sécrétée, soit trop sécrétée à des moments différents, à des moments non circadiens, non biologiques, ce n'est pas forcément très bon non plus. Donc, le cortisol, c'est pareil, ce n'est pas le démon, il faut juste qu'il soit sécrété au bon moment. Donc, entre 6h et 8h du matin, c'est le pic du cortisol, l'hormone qui nous met en mouvement, qui nous permet naturellement de nous réveiller. Au contraire, l'hormone du sommeil, la mélatonine, c'est là où elle est la plus basse. Et au fur et à mesure de la journée, le cortisol, dans des conditions, on va dire, normales de vie, va tranquillement diminuer, laissant place à l'augmentation progressive de la mélatonine, à condition, derrière, qu'il y ait aussi une exposition au soleil, à la lumière du jour suffisante pour pouvoir laisser le cerveau sécréter cette mélatonine. Et la mélatonine ensuite va rediminuer pour laisser place à l'augmentation du cortisol. Voilà un petit peu en fait de manière très schématique le fonctionnement du cycle circadien. Au niveau du dosage du cortisol, il est assez intéressant, en tout cas assez intéressant de noter qu'il est effectué généralement vers 8h du matin, en évitant les situations de stress, l'activité physique avant l'examen biologique qui vont forcément impacter le cortisol. Aussi, certains médicaments perturbent le dosage, notamment par exemple, c'est le cas de l'œstrogène et des œstroprogestatifs qui peuvent augmenter significativement le taux de cortisol plasmatique d'environ 50%. Donc attention aussi aux femmes qui sont sous pilule. Et à savoir aussi qu'entre le 3e et le 9e mois de grossesse, la cortisolémie, donc le taux de cortisol, est 50% plus élevé et se normalise 8 jours après l'accouchement. Voilà. Et enfin, d'autres symptômes qui peuvent augmenter le taux de cortisol plasmatique, l'état de stress prolongé, l'alcoolisme ou encore l'obésité. Quand on a des taux de cortisol trop importants, généralement on parle d'hypercortisolisme et nécessairement ça va avoir un impact sur le cycle hormonal, comme on le voit justement ici, puisque là nous allons avoir une sécrétion de cortisol par les surrénales
qui va être interprété par le cerveau comme étant un état de stress intense. Si le taux de cortisol ne se normalise pas, il reste toujours élevé, alors qu'il devrait potentiellement diminuer aux alentours de 8 heures. S'il reste toujours en situation en fait, d'alarme, le cerveau va, lui, se dire « Oh, il y a un danger, il faut absolument que je reste vigilant pour survivre. » Et le problème, c'est que tout ça, un haut niveau de cortisol va engendrer une baisse de la GnRH, donc l'hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus, envoyant un signal de rétrocontrôle à l'hypophyse, donc la deuxième petite glande dans le cerveau, qui va, elle, limiter, voire même bloquer la sécrétion de FSH, donc d'œstrogène, donc de LH, et qui va engendrer des soucis d'ovulation, donc soit une anovulation, une absence d'ovulation, soit une dysovulation, c'est possible également. Et donc forcément derrière, tout est chamboulé, les hormones sont au plus bas ou en tout cas déséquilibrées. Et donc c'est tout le cycle hormonal qui est complètement à la ramasse. Voilà. Donc l'impact du stress sur le cycle n'est absolument pas à négliger. Au niveau du dosage, comme je le disais, il se fait généralement, idéalement, le matin. Le dosage du cortisol, c'est une pratique assez courante dans le diagnostic des aménorrhées et aussi d'hirsutisme, qui, pour ces personnes-là, souvent, ce dosage de cortisol revient avec une valeur modérément élevée, moins de 2 fois la norme supérieure, qui, derrière, doit imposer des investigations pour essayer de comprendre d'où vient cette problématique de taux de cortisol trop élevé. Ce dosage peut se faire via le sang ou via les urines. C'est plus facile de recueillir via le sang, forcément. Et dans le cas d'un dosage sanguin, eh bien, le dosage est effectué de préférence le matin, comme je disais, avec suivant un état de repos, un minimum de stress. Il ne faut pas venir quand on a 36 000 réunions de prévues et puis pas avoir fait de la course à pied avant. Donc là, je vous ai mis un petit tableau de valeurs de cortisol normal en fonction des heures de prélèvement, puisque vous avez vu que le taux de cortisol est relatif à l'heure de la journée, puisqu'il est complètement en lien avec le cycle circadien. Donc, effectivement, si on commence à faire un dosage à 20 heures de cortisol et qu'on se retrouve avec des taux de 110 nanomoles, par exemple, on se dit « Oh là, c'est pas beaucoup ». Non, c'est normal par rapport à l'heure. Donc, c'est vraiment toujours à mettre en relation avec l'heure. Donc, si jamais vous êtes en lecture d'examen biologique pour vous ou pour quelqu'un d'autre de cortisol, faites attention à l'heure de prélèvement. Voilà pour la première partie qui était là pour faire vraiment un état des lieux de l'aménorrhée, à savoir les différentes aménorrhées possibles. Donc, je le rappelle, il y a les aménorrhées normales, physiologiques, d'aménorrhées pathologiques. Ensuite, on parle d'aménorrhées primaires, secondaires, et également des états d'aménorrhée qui sont là parce qu'il y a eu un souci d'ovulation, donc anovulatoires, des cycles anovulatoires, mais qui peuvent être également présentes quand on a ovulé. Donc là, ce sont dans le cas de cycles ovulatoires. On a vu également toute la symbolique autour de la maladie, notamment de l'état d'aménorrhée, notamment un état d'aménorrhée souvent conséquent à la suite d'un trouble du comportement alimentaire. On a vu également les différentes émotions, étapes par lesquelles peuvent passer des femmes qui souffrent d'aménorrhée depuis peu ou depuis longtemps. Et là, on vient de voir l'impact vraiment du stress sur l'état, enfin en tout cas sur le cycle et donc forcément sur éventuellement l'aménorrhée quand on est dans un cas de stress, de cortisol qui impacte l'ovulation. Maintenant, je vous propose de terminer le module par une grande partie qui est vraiment l'exploration. Donc là, je vous invite à prendre votre chapeau, votre loupe et à partir comme une détective pour aller rechercher les causes en fait, racines de l'aménorrhée chez votre cliente. Donc, l'aménorrhée, elle peut être primaire ou secondaire. Elle peut être suite à des causes anatomiques, par exemple la grossesse, anovulation chronique, insuffisance ovarienne, bref, pas mal de choses. Elle peut être ovulatoire, en tout cas, elle peut être classée comme
dans un cycle anovulatoire ou ovulatoire. Les causes d'aménorrhée les plus fréquentes, c'est la grossesse, c'est normal, physiologique. Retard pubertaire, potentiellement aménorrhée primaire. Anovulation hypothalamique fonctionnelle, blocage au niveau du cerveau. Prise ou abus de médicaments, on les verra tout à l'heure. L'allaitement, normal. Syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, ou encore insuffisance ovarienne primitive. On va en voir d'autres un petit peu après, mais là, ce sont vraiment généralement les causes les plus fréquentes d'un état d'aménorrhée chez une femme, chez une jeune femme. Certains contraceptifs peuvent entraîner aussi une atrophie de l'endomètre et donc une aménorrhée durant la prise de la pilule. Les menstruations reprennent généralement environ 3 mois après l'arrêt des contraceptifs hormonaux. L'aménorrhée anovulatoire est habituellement secondaire, mais peut être primaire si l'ovulation ne commence jamais, par exemple en raison d'un trouble génétique. Et si l'ovulation n'a jamais eu lieu, la puberté et le développement des caractères sexuels secondaires sont anormaux. Donc ça, c'est un signe également de regarder les caractères sexuels secondaires et leur état. S'ils ne sont pas développés, c'est que potentiellement, il n'y a jamais eu d'ovulation chez notre cliente. Donc potentiellement, c'est une état d'aménorrhée primaire dont elle souffre. Les clientes qui présentent une aménorrhée primaire sont interrogées généralement sur leurs signes de puberté, par exemple développement des seins, croissance staturale, présence de pilosité pubienne ou axillaire, pour déterminer si une ovulation a pu avoir lieu. Donc c'est ce que je viens de dire pour aller un peu plus dans le détail. Concernant l'impact des médicaments, il y a un impact, notamment des antidépresseurs et des antipsychotiques qui vont entraîner une élévation de la prolactine qui stimule la production de lait par les seins et provoque une aménorrhée. C'est le cas de l'aménorrhée finalement physiologique en cas d'allaitement. En cas d'allaitement, la femme synthétise une hormone qui s'appelle la prolactine qui est là pour sécréter du lait et en fait cette hormone-là coupe le cycle hormonal, tout simplement parce qu'en état physiologique, naturel, le corps n'est pas conçu pour à la fois élever un être qui vient de naître et à la fois donner naissance à un autre futur bébé. Donc le corps en fait coupe le système de reproduction durant l'allaitement pour éviter en fait que la femme ne fasse trop de choses en même temps. C'est vraiment très logique comme fonctionnement. Donc, cette prolactine, qui est cette hormone de lactation, bloque le cerveau. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que cette prolactine peut être aussi élevée dans d'autres cas, comme par exemple lorsque l'on prend des antidépresseurs ou des antipsychotiques. Dans le cas également d'un dysfonctionnement hypothalamique, souvent, les femmes qui sont sujettes aux troubles du comportement alimentaire, au TCA, ont souvent des taux de leptine sérique inférieurs. Donc, la leptine, c'est une hormone qu'on appelle finalement anorectique qui est produite par les cellules adipeuses. Et des taux plus faibles peuvent contribuer à la diminution de la production des gonadotrophines, donc la GnRH et la FSH et la LH. Donc, c'est vraiment c'est pour ça qu'on appelle souvent un dysfonctionnement hypothalamique, puisque au final, c'est un blocage directement au niveau du cerveau. Et si le cerveau est bloqué, vous avez bien compris, c'est toute la cascade hormonale qui suit, qui est totalement également bloquée. Ensuite, les aménorrhées secondaires et les maladies endocriniennes. Certaines maladies endocriniennes peuvent être impliquées dans l'aménorrhée secondaire. On peut citer par exemple l'hypothyroïdie, qui est la baisse ou l'absence de production des hormones thyroïdiennes. Le syndrome également de Cushing, qui est l'hypercortisolisme, donc chronique, provoqué par un excès de sécrétion de cortisol. La maladie d'Addison, qui est une insuffisance surrénalienne chronique primaire caractérisée par un défaut de sécrétion du cortisol et de l'aldostérone.
L'aldostérone, c'est quoi? C'est l'hormone qui contribue au maintien de l'équilibre entre le sodium et le potassium et qui permet donc une régulation de l'hydratation du corps et de la tension. C'est vraiment l'équilibre sodium-potassium dans le corps, il est très important. C'est la clé et la serrure. Il y en a le sodium et le potassium jouent vraiment la clé d'entrée et de fermeture de la porte d'une cellule. Et donc, en cas de déséquilibre de cette balance sodium-potassium, eh bien, la cellule peut parfois être soit toujours ouverte, soit toujours fermée, ce qui va potentiellement entraîner des problèmes d'hydratation du corps, de tension, mais également de carence nutritionnelle. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Si je zoome un petit peu sur la thyroïde et le cycle menstruel, quel est l'impact et le lien entre la thyroïde et le cycle menstruel? Eh bien, c'est le suivant. Déjà, la thyroïde, c'est quoi? La thyroïde, c'est ce petit papillon ici, qui est vraiment le chef, la chef d'orchestre de nos hormones. Elle mesure entre 4 cm sur 2 cm et elle pèse une vingtaine de grammes environ. Donc c'est petit, mais elle a vraiment une influence majeure sur toutes les fonctions de notre corps et elle se situe à la base du cou. Par exemple, elle pourrait augmenter la chaudière de notre corps. Elle sécrète des hormones thyroïdiennes dont le rôle majeur est d'aller activer toutes nos cellules pour leur permettre de produire de l'énergie. C'est vraiment le chef d'orchestre qui va qui va engendrer derrière la musique, en fait, la partition. Notre thyroïde a une importance capitale sur plein de fonctions, comme production de chaleur, régulation du système digestif, système nerveux, régulation du système cardiovasculaire, mais aussi régulation du cycle hormonal. Et cette thyroïde est activée par des messages, qu'on appelle aussi des hormones, qui sont elles-mêmes sécrétées par notre cerveau. L'hypothalamus, qui va sécréter de la TRH, elle-même qui va arriver au niveau de l'hypophyse et qui va sécréter la TSH, et ensuite au niveau de la thyroïde, T3, T4 qu'on entend souvent. Donc, s'il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, la TSH va augmenter pour que la thyroïde en produise encore plus, pour compenser. Au contraire, s'il y a trop d'hormones, en cas d'hyperthyroïde, la TSH diminue pour que la thyroïde en produise moins. Donc, il existe différentes hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, et dans notre circulation sanguine, 90% des hormones T4 sont relâchées pour 10% de T3. Donc, c'est essentiel de comprendre que seules les hormones T3 sont actives. Je précise ça parce qu'on parle beaucoup d'iode lorsque l'on parle de thyroïde, et parce que le chiffre dans T3 ou T4 correspond au nombre d'atomes d'iode. Et donc, à partir de là, va commencer le vrai parcours des hormones thyroïdiennes avec un seul objectif, de parvenir à l'intérieur du noyau de nos cellules pour commencer à agir. Donc, quel est ce parcours-là? D'abord, les T4 vont devoir être convertis en T3 et ça se passe partout dans le corps, notamment dans le foie, donc, qui doit être en bonne forme, mais aussi dans le cœur, dans les intestins. Donc attention au déséquilibre de la flore intestinale et de la paroi intestinale, au niveau des muscles, au niveau du cerveau. Et ce, uniquement en présence de certaines vitamines et minéraux comme le magnésium, la vitamine B12, le fer, le zinc et le sélénium. Une fois que la T4 a été convertie en T3, la T3 doit entrer dans les cellules, puis dans le noyau de chacune des cellules pour agir. Et là aussi, il faut le faire, ça va se faire à condition que l'environnement soit favorable, à savoir pas de carence nutritionnelle, puisqu'il va devoir y avoir nécessité d'un apport suffisant, notamment en vitamine D, en vitamine A et en oméga 3 pour que la T3 arrive dans le noyau de chaque cellule. Donc, vous voyez un peu tout le complexe, la complexité de la chose et pourquoi on parle souvent de minéraux et vitamines. Ce n'est pas uniquement pour l'aspect être en pleine forme, c'est finalement pour le fonctionnement de chaque rouage de notre corps. Le stress, nécessairement, chronique, va être également un facteur qui va ralentir la fonction thyroïdienne. Donc, ça va être en fait vraiment les embouteillages de la thyroïde. Et si on zoome un peu plus sur le cycle menstruel, l'impact de la thyroïde sur l'ovulation, la fonction thyroïdienne va jouer un rôle majeur dans le fonctionnement du cycle féminin et donc sur notre fertilité.
un point essentiel est à noter que notre hormone thyroïdienne, active T3, est nécessaire à la fabrication des hormones clés du cycle menstruel. Donc, une hypothyroïdie peut engendrer des troubles de notre cycle menstruel et de notre fertilité, sachant que l'hypothyroïdie est le deuxième facteur d'hypofertilité. Donc, la recherche d'une problématique thyroïdienne dans le cadre d'une aménorrhée n'est vraiment pas à négliger. Et si je zoome sur l'hypothyroïdie, voici quelques indications qui pourraient peut-être vous aider à mieux comprendre certains bilans sanguins, par exemple, bien que les bilans sanguins sont toujours compliqués à interpréter. Donc, l'hypothyroïdie, c'est quoi? C'est un déficit en hormones thyroïdiennes, T3 et T4. Généralement, quelques symptômes qui peuvent mettre la puce à l'oreille, c'est l'aménorrhée, la léthargie, état dépressif, une prise de poids. Le diagnostic peut se faire si la TSH est supérieure à 4 millilitres par litre. Et en cas de grossesse, voici, je vous ai mis quelques indications dans un cas de grossesse. Donc, on sort là du cas de l'aménorrhée, mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête si ça vous intéresse sur le côté fertilité plutôt. Donc, les objectifs et les besoins thyroïdiens en cas de grossesse sont aussi différents d'un état normal, disons. Maintenant, les aménorrhées secondaires en lien avec des anomalies ovariennes. Lorsque elle est d'origine ovarienne, l'aménorrhée secondaire peut survenir en cas de ménopause précoce, donc environ avant 40 ans, qui est provoquée par un dysfonctionnement des ovaires ou une baisse prématurée de la réserve ovarienne, ou également, par exemple, dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Donc, si je zoome un petit peu sur le SOPK touche 5 à 10% des femmes, donc ce n'est pas à négliger. C'est-à-dire que si vous êtes face à une personne qui est en cas d'aménorrhée ou en cycle irrégulier, c'est toujours intéressant d'explorer la piste du SOPK. Par exemple, quelques signes cliniques, troubles de l'ovulation, dysovulation ou anovulation. Si jamais la personne, votre cliente, suit sa température, par exemple, ça peut être plus facile de voir s'il y a une anovulation. Des cycles très longs, supérieurs à 35 jours, des aménorrhées, une hyperandrogénie, donc par exemple hirsutisme, acné, alopécie, un syndrome métabolique de type insulinorésistance, donc intolérance au glucose, diabète gestationnel, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, hyperpigmentation de la peau, et également association avec éventuellement instabilité émotionnelle et troubles bipolaires. Donc là, je vous ai mis un petit schéma qui peut aider en fait à la lecture, au diagnostic du SOPK. Il peut aussi y avoir des SOPK dus à des arrêts post-pilule qui sont absolument réversibles. Hein. Donc ça, c'est momentané pendant la phase d'arrêt de pilule. Je dirais pas beaucoup plus dans le cas du SOPK parce qu'il y aura un module vraiment entier plutôt en fin de formation dédié au SOPK et dédié à l'aménorrhée en cas de SOPK. Je l'ai mentionné ici parce que là, on fait vraiment une cartographie générale de tout ce qui peut engendrer un état d'aménorrhée. Le SOPK peut engendrer un état de dysovulation ou anovulation, donc d'aménorrhée. Si je zoome un petit peu sur le cas de la ménopause précoce ou dite insuffisance ovarienne primitive. Donc, dans l'insuffisance ovarienne primitive, primaire, les ovaires cessent de fonctionner normalement chez les femmes qui ont moins de 40 ans. Et ce trouble était appelé insuffisance ovarienne prématurée ou ménopause prématurée. Par contre, et cependant, ces termes en fait sont plutôt trompeurs, car les femmes qui présentent une insuffisance ovarienne primaire peuvent continuer à avoir des menstruations et leurs ovaires peuvent parfois continuer à fonctionner. Pas toujours, mais parfois. Donc, un diagnostic d'insuffisance ovarienne primitive ne signifie pas toujours qu'une grossesse est impossible. Donc, c'est bien aussi de l'avoir en tête pour pouvoir rassurer ces femmes-là que vous allez pouvoir rencontrer, qui viennent peut-être au départ pour un état d'aménorrhée qui, en fait, est dû à une insuffisance ovarienne. En revanche, cette maladie ne signifie pas que la femme vieillit prématurément, mais seulement que ses ovaires ne fonctionnent plus normalement. En cas d'insuffisance ovarienne primitive, les ovaires ne libèrent plus d'ovules ou ne les libèrent pas
ou ne les libère que par intermittence, et arrête de produire des hormones comme œstrogène, progestérone, testostérone, ou ne les produisent que par intermittence. Donc après, il faut aussi savoir dans quel cas se situe la personne. Les causes possibles d'une insuffisance ovarienne primitive, ça peut être parce que le nombre de follicules ovariens présents à la naissance est insuffisant. Je le rappelle, on est tous avec un stock de follicules prédéfinis qu'on ne fait que perdre pendant notre vie. Ou alors par un taux d'atrésie folliculaire, donc une dégénérescence naturelle de certains follicules ovariens qui est accélérée lorsque les ovaires, par exemple, sont lésés par une intervention chirurgicale, une chimiothérapie ou une radiothérapie, par exemple. Également, si les follicules sont dysfonctionnels ou encore par les troubles génétiques. Quels sont les différents symptômes d'une anomalie ovarienne, d'une insuffisance ovarienne primitive? Généralement, l'état d'aménorrhée ou des hémorragies irrégulières également, la présence de symptômes de déficit en oestrogène, comme par exemple ostéoporose, vaginite, diminution de la libido, changement d'humeur, dépression. Les ovaires sont aussi généralement de plus petite taille et à peine palpables, donc ça peut se voir plus en échographie pelvienne. Et le diagnostic de l'insuffisance ovarienne primitive, elle peut être faite via des bilans sanguins et des échographies, mais un bilan sanguin, par exemple, on va avoir la FSH qui va être supérieure à 30 millilitres par millilitre, alors que les oestradioles vont être inférieures à 20 picogrammes par millilitre. On peut faire des tests aussi de la fonction thyroïdienne, de la glycémie à jeun, des électrolytes et de la créatinine, et parfois des tests génétiques. Voilà pour le cas de l'anomalie de l'insuffisance ovarienne primitive. Donc maintenant qu'on a vu les aménorrhées secondaires dues à des anomalies ovariennes, je vous propose de regarder également les cas d'aménorrhées secondaires qui ont pour cause des anomalies utérines. Alors pour ça, donc, lorsqu'elle est d'origine utérine, l'aménorrhée secondaire peut s'installer suite à un curetage, qui est souvent suite à une fausse couche spontanée, par exemple, ou une interruption volontaire de grossesse, une chirurgie du col de l'utérus, conisation, trachéoctomie, sténose du col utérin, ou par exemple au syndrome d'Asherman, qui est un accolement des deux faces de l'utérus d'origine traumatique ou infectieuse. Alors, je vous fais un tout petit zoom sur le syndrome d'Asherman, qui n'est pas toujours très connu, mais qui peut être l'une des causes d'un état d'aménorrhée. En quoi ça consiste? C'est une pathologie de la cavité utérine qui est responsable d'adhérences fibreuses qui vont s'accoler et qui vont accoler les parois entre elles. Et l'endomètre, du coup, va être forcément endommagé. Donc, on le voit en fait ici sur le schéma, un col de l'utérus normal avec un col de l'utérus qui subit le syndrome d'Asherman. On voit bien qu'on a des fibroses en fait qui viennent en fait relier les deux parois et qui ne laissent pas la place en fait à l'intérieur. La cavité utérine n'est pas creuse, mais au contraire, elle est remplie par ces fibres qui empêchent tout écoulement possible. Ce syndrome est à l'origine d'une réduction de la taille de la cavité utérine et d'une altération de la qualité de l'endomètre, responsable d'une diminution, voire de l'absence des menstruations par altération de la surface fonctionnelle de l'endomètre, d'une difficulté pour l'ascension des spermatozoïdes dans la cavité utérine, donc une hypofertilité, d'une mauvaise implantation de l'embryon au sein de l'endomètre avec un risque de fausse couche précoce, voire tardif, ou d'accouchement prématuré, de problèmes de positionnement du placenta, si jamais il y a quand même eu fertilité possible, et de l'apparition d'une endométriose, c'est-à-dire présence d'endomètre en dehors de la cavité utérine, à l'origine des douleurs cycliques très intenses. Alors, comment on fait pour essayer de diagnostiquer le syndrome d'Asherman? Ce syndrome, il est confirmé par une échographie pelvienne
par une hystérosalpingographie, c'est un peu compliqué à dire, qui est une injection en introduisant en fait un cathéter dans l'orifice du col utérin. On y insère un produit de contraste dans la cavité utérine, puis on réalise des clichés radiographiques, qui vont évaluer l'aspect, l'apparence de la cavité utérine. Ou encore par une hystéroscopie diagnostique, c'est-à-dire qui va consister à introduire via le col de l'utérus une sonde munie d'une caméra pour explorer la cavité utérine. Ce syndrome d'Asherman se découvre parfois un peu de manière fortuite dans des formes asymptomatiques lors d'une exploration de l'utérus pour une autre pathologie, et on découvre qu'il y a cette présence de syndrome également. Et le traitement qui est envisagé lorsqu'il y a un projet de grossesse, ou qu'il y a vraiment des douleurs cycliques très intenses, il peut être aussi proposé de manière préventive pour limiter l'apparition d'une endométriose, par exemple. Et là, cette guérison se constitue de plusieurs étapes. La première, c'est de détruire les adhérences par hystéroscopie. Et la deuxième, c'est éventuellement de réaliser une ouverture de la paroi abdominale dans les cas les plus sévères pour enlever, en fait, pour accompagner l'hystéroscopie. Voilà. Donc, je vais pas me déborder beaucoup plus sur ce syndrome-là qui pourrait être bien plus étudié. L'idée ici, c'est juste de vous donner cette information qu'effectivement, un état d'aménorrhée ou d'hypofertilité ou d'absence de fertilité peut être aussi dû à ce type de syndrome, qui est donc plutôt une anomalie utérine et qui mérite d'être énoncée, d'être explorée même par des naturopathes ou autres personnes ayant justement la connaissance du syndrome. Parce qu'en fait, je vous le rappelle, l'idée, c'est d'avoir aussi un maximum d'outils et de connaissances soi-même sur les différentes pathologies possibles pour en fait aiguiller nos questions. Et moi, combien de fois je demande à mes clients, mais est-ce que vous avez pu explorer le SOPK? Et des fois, la plupart, c'est mais c'est quoi le SOPK? Et donc, en fait, je ne suis pas en train de leur dire qu'elles sont atteintes d'SOPK. Je suis en train de juste leur dire, ça vaut le coup de venir étudier l'hypothèse pour l'éradiquer dans le meilleur des cas. Comme ça, après, on peut continuer l'exploration. Voilà, donc c'est aussi un peu l'intérêt de vous expliquer et vous présenter ce type de syndrome. Ensuite, on a les aménorrhées secondaires pour cause pathologique. Donc, dans d'autres causes pathologiques ou générales peuvent aussi expliquer l'aménorrhée. On va y retrouver par exemple l'hémachromatose, c'est-à-dire des maladies génétiques qui provoquent un excès de fer dans l'organisme. On parle beaucoup de carence en fer, mais un excès de fer est aussi néfaste et ça peut amener à des aménorrhées secondaires. Aussi des soucis de foie, comme une cirrhose du foie, ou encore une hépatite virale, ou encore un risque de cancer, ou encore une tuberculose. La maladie de cœliaque également, ou d'autres types de pathologies digestives peuvent être à l'origine de troubles du cycle amenant à des aménorrhées, parce que problème d'assimilation, carence nutritive potentiellement. Du diabète insulinodépendant, parce qu'on va avoir des fluctuations d'insuline, je reviendrai un peu plus dans le détail dans le module suivant, l'insuffisance rénale ou encore des insuffisances surrénales également peuvent être des causes d'aménorrhée. Comme je disais tout à l'heure, l'aménorrhée secondaire peut aussi être causée par des médicaments qui peuvent être iatrogènes, c'est-à-dire consécutives à la prise de médicaments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée iatrogène, comme par exemple les antipsychotiques, comme antidépresseurs, hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques, psychodysleptiques. Tout ça, en fait, c'est intéressant de poser la question sur les traitements que notre cliente a, parce que tous les éléments que je viens de vous citer peuvent nous mettre en tout cas une puce à l'oreille ou expliquer un état d'aménorrhée. Les progestatifs, une éventuelle chimiothérapie également, des médicaments hypotenseurs. Donc, quand les personnes vous disent j'ai des traitements pour l'hypertension artérielle, par exemple,
tilt, les contraceptifs hormonaux, forcément, les analogues de LH, RH, les corticoïdes et les antihistaminiques, donc en cas de soucis d'allergie, sont également des potentielles causes d'états d'aménorrhée, de dysfonctionnements hormonaux et donc d'états d'aménorrhée secondaires. Et enfin, si je fais un peu le zoom sur un cas aussi très fréquent, à savoir la pratique sportive. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exercice intense, exercice physique intense sur l'axe gonadotrope, donc l'axe cerveau-ovaire, peut engendrer des périodes d'aménorrhée plus ou moins longues. Il y a des études qui disent que les danseuses, que 34 à 79% des danseuses de ballet souffrent d'aménorrhée, que 26% des marathoniennes souffrent d'aménorrhée et que 12% des nageuses et cyclistes souffrent d'aménorrhée. Il y a 2 anomalies mises en évidence chez les sportives. La modification de la pulsatilité de la GnRH, en gros une diminution, voire une annulation totale de la sécrétion de la LH, donc une dysovulation ou une anovulation. Une plus faible sécrétion de la FSH, donc altération du développement folliculaire. Et également une diminution de la sécrétion de leptine, une hormone que l'on a déjà évoquée tout à l'heure autour du cas de l'anorexie mentale, et sur lequel je reviendrai un peu plus en détail dans le prochain module. En fait, dans le cas de l'activité sportive, ce qu'il faut garder en tête, c'est le lien entre l'aménorrhée et la masse corporelle. Il a été constaté que l'apparition d'une spanioménorrhée, donc des cycles vraiment très 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 longs chez les sportifs, dès lors qu'il y a une diminution importante de la masse graisseuse, donc en moyenne entre 15 à 20% selon les femmes, l'aménorrhée peut s'installer et s'installe la plupart du temps en dessous de 17% de masse graisseuse. Et le retour objectivé, fixé et observé généralement pour rétablir des règles, des menstruations ou une régularisation du cycle est celui d'un pourcentage de minimum 20 à 25% de matière grasse, de masse graisseuse. Et du coup, il a été constaté qu'il n'y avait pas finalement de corrélation directe entre l'intensité de la pratique sportive et le volume d'entraînement d'une part, et la fréquence des troubles du cycle d'autre part. Ça, c'est important, je répète. Il a été constaté qu'il n'y a pas de corrélation directe entre, en gros, l'intensité ou le volume de l'activité sportive et le trouble du cycle, notamment l'aménorrhée. Ça suggère donc que ce n'est pas uniquement ou que l'intensité ou le volume d'entraînement qui vont être responsables de ces dysfonctionnements cycliques, mais davantage de leur composition corporelle et plus spécifiquement de la matière grasse, de la masse graisseuse de la femme. Mais tout ça, j'y reviendrai vraiment en détail dans le prochain module. Ce qui est important, c'est vraiment cet équilibre énergétique un équilibre entre les dépenses énergétiques et les apports en termes de quantité, mais de qualité nutritive également. C'est ce qui va former la disponibilité énergétique qui va permettre de maintenir une bonne masse osseuse, une bonne masse graisseuse et un bon cycle ovulatoire qui soit fertile. Ici, pour finir, je vous laisse juste, et vous pourrez faire juste un arrêt sur image. Je vais finir par 2 schémas, 2 plutôt graphes, qui remettent un peu, qui résument un petit peu l'arborescence qui pourrait vous aider à diagnostiquer l'aménorrhée primaire et ensuite on verra l'aménorrhée secondaire. On commence par l'anamnèse examen clinique et puis ensuite on va dérouler au fur et à mesure les différentes questions, l'arborescence. Pour résumer, les jeunes femmes sont évaluées à la recherche d'une aménorrhée primaire si elles n'ont aucun signe de puberté, par exemple développement du sein, poussée de croissance à l'âge de 13 ans, si l'aménorrhée ne s'est pas produite avant l'âge de 15 ans chez les patientes qui ont une croissance normale et le développement de caractère sexuel secondaire. Les femmes et les jeunes femmes en âge de procréer doivent être évaluées à la recherche d'une aménorrhée secondaire si elles ont déjà eu leurs règles et ont des cycles menstruels
manqué à plus de 3 mois consécutifs si elles avaient des cycles menstruels réguliers ou 6 mois consécutifs si elles avaient des cycles menstruels irréguliers ou si elles ont eu moins de 9 périodes de menstruation dans l'année. Ou, encore une fois, une modification récente du profil menstruel, à savoir, il y a eu peut-être des cycles de 24 jours, puis de 28, puis de 35, puis de 45, puis de 28, puis de 10, plus que rien. Donc vraiment une anarchie globale au niveau de leur régularité cyclique. Et là, je terminerai sur le bilan de l'aménorrhée secondaire. Donc, je vous laisserai vraiment mettre pause et faire un petit zoom. Comme ça, vous aurez vraiment l'arborescence complète pour l'aménorrhée primaire et secondaire. Et donc, pour résumer vraiment le module du jour, voici les quelques points. L'aménorrhée primitive sans caractère sexuel secondaire normaux est généralement anovulatoire, par exemple due à un trouble génétique. On doit toujours exclure un état de grossesse par un test plutôt que l'anamnèse. Donc, dans un état d'aménorrhée secondaire, il faut toujours penser au test de grossesse et éventuellement un test sanguin. L'aménorrhée primaire est évaluée différemment d'une aménorrhée secondaire. On l'a vu sur les 2 dernières slides. En cas d'aménorrhée primaire et de caractère sexuel secondaire normaux, on devrait commencer par effectuer, alors plutôt faire effectuer ou préconiser à notre cliente une échographie pelvienne pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction anatomique congénitale de l'appareil génital, comme par exemple un syndrome d'Asherman. S'il y a des signes de virilisation, on pourrait chercher des pathologies qui provoquent un excès d'androgène, par exemple dans le cas du SOPK, dans le cas aussi de tumeurs qui va sécréter des androgènes, du syndrome de Cushing ou de la prise de certains médicaments. En cas de symptômes de carence en oestrogène, par exemple bouffée de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale ou atrophie vaginale, on peut rechercher une insuffisance ovarienne primaire ou des pathologies qui provoquent une anovulation fonctionnelle hypothalamique, donc qu'on pourrait aussi nommer l'aménorrhée hypothalamique. Et enfin, si jamais il y a de la galactorrhée ou des sécrétions un peu de sein, mais même s'il n'y en a pas, des fois il faut aussi vérifier qu'il y a bien une absence de pathologie ayant pour cause une hyperprolactinémie. Donc je vous rappelle, la prolactine, c'est l'hormone de lactation. Par exemple, dans le cas d'un dysfonctionnement hypophysaire, utilisation de certains médicaments, etc., etc. Voilà pour le module numéro 2. Qui avait vraiment vocation de comprendre les différents états d'aménorrhée et les différentes causes pathologies possibles. Dans le prochain module, le module numéro 3, qui sera très conséquent, je vous le prépare. En tout cas, je vous prépare la première partie qui arrivera très prochainement. Comme ça, vous pourrez éventuellement enchaîner le module 2 et le début du module 3. On va vraiment rentrer dans le détail du diagnostic de chacune des aménorrhées possibles et après des différents protocoles possibles. Le module numéro 3 sera assez conséquent, donc je vous préviens d'ores et déjà, il y a de fortes chances qu'il se fasse sur plusieurs vidéos. Il y a au moins 2 vidéos, il sera au moins divisé en 2. Si vous avez la moindre question, eh bien, n'hésitez pas à me les poser, soit par mail, mais ce qui serait plus intéressant, c'est de les poser directement en commentaire de la vidéo sur le Podia, sur la plateforme d'hébergement. Comme ça, les autres personnes du groupe pourront les voir et pourront aussi voir ma réponse, ou encore sur le groupe Facebook. Comme ça, pareil, les questions et les réponses seront publiques à notre groupe et donc pourront bénéficier à tout le monde. Ou encore une fois, si ce n'est pas pressé et que vous préférez et que vous êtes présente à la session de partage, eh bien, je vous mettrai, vous pouvez garder votre question et vous pourrez la poser en live lors de la prochaine session. Je vous partage là, pareil, le même jour, vous allez recevoir la vidéo, le planning des sessions live qui vont donc, je vais donc supprimer les dates parce qu'il y a des sessions live qui vont être supprimées au profit de sessions live uniquement dédiées donc à des partages, questions-réponses, partage de connaissances et cas pratiques si vous en avez. Voilà. J'espère que ce module vous aura intéressé. N'hésitez pas à refaire le point sur vos attentes
et à remplir le formulaire de feedback que je vous mets juste à la suite de cette vidéo. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très très belle soirée peut-être ou journée si vous regardez ça le matin avec un bon petit café ou une bonne petite infusion. À bientôt et rendez-vous pour le prochain module. Au revoir.